Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur TV Sud pour ce nouvel épisode de Croco Hebdo, le rendez-vous du football sur notre chaîne actualité dédiée au Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique victorieux vendredi soir sur la pelouse du stade Robert Diochon du côté du Petit Quevilly. C'est le stade historique du Football Club de Rouen. Victoire précieuse 1-0, la première victoire et surtout la première défaite à l'extérieur pour les joueurs de Rouen à domicile depuis le début de la saison en national. C'est peut-être un tournant que nous allons vous conter ce soir aux côtés de nos différents invités et consultants. Avec nous sur ce plateau ce soir, Jonathan Parpex. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Milieu de terrain du Nîmes Olympique. Et puis à vos côtés, notre joueur, un habitué aussi de ce plateau, il est gardien de but. Il porte le numéro 1. Il s'agit de Haïdar Al-Shaibani. Bonsoir Haïdar. Bonsoir Christophe. Merci d'avoir accepté, messieurs, notre invitation. On va revenir sur cette rencontre de vendredi. Et puis pour la commenter avec nous, bien évidemment, comme chaque semaine, même s'ils ne seront pas aux commentaires juste après cette émission, puisque nos caméras n'étaient pas présentes à Rouen. Juste après ce Croco Hebdo, vous retrouverez le match des filles du HBCN Metz-Nîmes. Une très très belle affiche de handball au Parnasse, c'était samedi dernier. Et avec nous ce soir, donc, nos consultants, Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Et Olivier Martinez. Salut à toutes et à tous. Prêt et déjà affûté pour la rencontre de vendredi au Costières pour la réception du Resta. Ouais, on commence à mettre les polaires, les gants et les tout. casques, ça sera beau. Avec tous les habitués de la tribune sud. On va entamer cette émission malheureusement avec une triste nouvelle. C'est l'annonce et l'information qui nous est parvenue, celle du décès de André Schwager, qui s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il était un ancien joueur du Nîmes Olympique de 1949 à 1960. Il avait précédemment porté également les couleurs de Strasbourg. Et c'est un grand nom du Nîmes Olympique qui s'éteint, puisque celui-ci, outre le fait d'avoir été international B, avait été champion du monde des militaires en 1948. Il avait remporté la Coupe Drago en 1956 avec le Nîmes Olympique. Et également, il avait fait partie de la grande aventure de la saison 58, finaliste de la Coupe de France et vice-champion de France à l'époque où le Nîmes Olympique évoluait en Division 1. C'est un grand nom qui s'en va, Patrick Champ. Ouais, c'est un grand nom. En plus, il avait fait la finale, disons qu'il était sorti au bout de 12 minutes de jeu. C'était le moment où on ne pouvait pas de remplaçant, donc Nîmes Olympique avait joué à 10. Et puis je voudrais souligner aussi un petit coucou aussi bien sûr, le décès de M. Maurice Polatin, qui a été un très très grand dirigeant du football gardois. Donc aussi, on lui dit un au revoir. Et toutes nos pensées vont bien évidemment pour les familles touchées par ces disparitions. On va enchaîner avec l'actualité du Nîmes Olympique. Vous le savez, la semaine dernière, il n'y avait pas d'émission du fait d'une émission de volleyball. Il y a eu quand même un match au Costières. C'était pour la réception d'Arles en match amical. L'occasion pour Thierry Froget un petit peu bien de faire tourner les effectifs. Comment, Jonathan Parpex, s'est déroulé un petit peu cette préparation? On le sait, le Nîmes Olympique était éliminé, tout comme Arles, de la Coupe de France. Comment on prend un match amical comme celui-là, qui plus est devant son public? Avec beaucoup de professionnalisme, parce que l'objectif premier, c'était quand même de préparer le match de Rouen. Donc voilà, donner un petit peu de temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas énormément. On avait fait une grosse semaine pour la reprise. On avait prévu d'allonger un petit peu les vacances et puis de faire une bonne reprise bien costaud pour la reprise du championnat. Et puis voilà, donc on a pas tous les jours en joué 90 minutes. On avait un groupe assez large, donc faire un petit peu tourner tout le monde. Et puis voilà, et puis ça nous continue un peu la lancée sur les victoires. Et puis pour la confiance, c'est très bien. Pour vous, Haïdar, c'était aussi la satisfaction que de retrouver du temps de jeu, de jouer au Costières contre Arles? Oui, bien sûr, c'est une satisfaction, mais aussi c'est important pour moi aussi pour rester en forme, pour juste par exemple, quelque chose est passé avec Cyril, je ne sais pas, je toujours aussi bien pour rester en forme, jouer des matchs amicaux, mais aussi je jouais avec la réserve aussi de temps en temps. J'ai joué un match hier contre Montpellier et voilà, c'est ça, c'est très bon comme ça. Et rester à un bon niveau justement pour pallier toute éventualité. On va revenir justement sur cette rencontre. C'était samedi dernier en 15 au Costières en fin d'après-midi. La réception de l'AC Arles Avignon par le Nîmes Olympique.
Le week-end venu, que font deux clubs voisins lorsqu'un parcours en Coupe nationale s'est trop rapidement arrêté? Ils se rencontrent en match amical. Nîmes-Arles, un derby entre le Languedoc et la Provence, et une affiche qui fit les beaux jours du championnat national lors de la saison 2007-2008. En difficulté en Ligue 2, le club arlésien, désormais coaché par Thierry Lauré, venait aux Costières pour jauger le potentiel d'un effectif profondément remodelé au cours du récent mercato hivernal. Un match que les Nîmois allaient rapidement prendre en main par l'intermédiaire de Seydou Koné, l'attaquant ivoirien, de retour dans le groupe nîmois, se mettant en évidence à deux reprises. Tout d'abord à la 18e minute. Puis, 7 minutes plus tard, profitant d'une incroyable bévue du gardien de l'ACA, Florent Petit. Une mi-temps cauchemardesque pour les footballeurs arlésiens, s'achevant sur le score de 2-0 au moment du repos. De retour des vestiaires, Arles-Avignon allait changer de visage en procédant à plusieurs remplacements. De meilleures intentions dans le jeu qui n'allaient toutefois pas empêcher les Crocos d'aggraver le score par l'intermédiaire d'Issouf Ouattara, auteur d'une frappe puissante à la 59e minute. À 3-0, l'addition semblait fort salée pour des Arlésiens ballottés par un adversaire aux portes de la Ligue 2. À l'heure de jeu, Thierry Lauré procédait à d'autres changements, dont celui du gardien de but, bien connu aux Costières, Ludovic Butel. Mais c'est de Romain Rocky qu'allait venir le déclic pour les Arlésiens, avec à la 71e minute une réduction du score bien méritée pour la CA. Le milieu de terrain qui allait doubler la mise 10 minutes plus tard en inscrivant un superbe coup franc, mystifiant le gardien nîmois Haïdar Al-Shaibani. 3-2, le score allait en rester là malgré un jeu plus offensif en fin de match de la part des Lions arlésiens. L'occasion pour les deux coachs de faire tourner leur effectif. Tout le monde a joué, voilà, c'est surtout ça, c'était finir une bonne semaine de travail avec des choses intéressantes, des choses à améliorer toujours, mais je pense que l'important c'est de continuer à bien préparer Rouen et avoir un maximum de joueurs sur le terrain. Des tests de part et d'autre, avec notamment la mise à l'essai côté Croco de l'attaquant ivoirien Serge Djioua, actuellement établi en Azerbaïdjan, mais qui a fait ses armes footballistiques entre l'Afrique du Sud et la Turquie. Un joueur offensif testé afin de pallier une absence éventuelle de Koné. On nous a proposé ce joueur, donc il était disponible, il était à Paris, même si c'est un joueur qui évolue en Turquie. Donc voilà, il est venu et puis il va repartir ce soir. Il ne travaille pas forcément bien quand il n'a pas de match. Donc là, je pense que la semaine prochaine, il va bosser. Surtout qu'il a raté 3 occasions. En fait, moi, j'ai surtout insisté sur les occasions qu'il a ratées. Donc ça veut dire qu'il a du travail. Donc je pense qu'il va le faire plus volontiers puisqu'il a un match à préparer. Et comme quoi, il y a toujours des choses à faire, même quand on sort d'un match avec 2 buts. Une efficacité offensive que les Nîmois devront renouveler en allant défier l'équipe de Rouen sur la pelouse du stade Robert Diochon pour l'un des tournants de cette seconde partie de saison de National. Et ce match, c'était dans le cadre de la 21e journée, vendredi dernier, victoire précieuse des Crocos. Et puis en amical, vous l'avez vu, victoire 3-2 devant l'AC Arles-Avignon. Thierry Froger qui parlait de cette période des transferts. On sait que le Nîmes Olympique est toujours dans l'attente et peut-être dans la confirmation d'annoncer d'ici demain, mardi 23h59, date limite, peut-être un joueur d'expérience capable d'apporter un plus à l'équipe nîmoise. Il y a eu un milieu de terrain qui a été mis à l'essai au Nîmes Olympique. Il nous vient d'un club qui sonne très juste aux oreilles des supporters nîmois, le club hongrois du Kipest Honvéd. Bon souvenir puisque je vous rappelle que le Nîmes Olympique s'était imposé devant ces Hongrois lors d'un tour de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. C'était à l'automne 1996. Un joueur ivoirien qui donc également a été testé par Thierry Froger. Et on verra éventuellement si ce milieu de terrain, Jean-Baptiste Akassou peut-être, fera partie des recrues à venir. Réponse d'ici demain 23h59 pour savoir si il y aura une recrue du côté du mercato hivernal pour le Nîmes Olympique. En tout cas, il y a eu un départ.
Il s'agit de Lamine Diarra et déjà quelques jours avant l'officialisation de ce départ de l'attaquant du Nîmes Olympique, Thierry Froger évoquait ce cas, était dans l'expectative, l'attente, ça s'est officialisé. Lamine Diarra est parti, mais je vous propose d'écouter le coach juste après la victoire en amicale contre Arles. Il désire avoir la possibilité d'être libre. Voilà, comme quoi un club est toujours embêté. Quand les joueurs ne jouent pas, on était embêté. Bon, quoique il n'était pas non plus méchant, mais quand ils jouent, on est embêté. Mais bon, ça, je pense que ça va se régler en bonne intelligence. Lamine Diarra qui a décidé donc de résilier son contrat. Un joueur, Olivier Martinez, qui ne s'est jamais véritablement imposé, on peut le dire, dans l'effectif nîmois depuis moins d'un an. Il est arrivé, on peut le dire, quasiment à la même période, en janvier 2011. C'est dommage parce que finalement, l'intérim, notamment du fait de la suspension de Sédou Koné, s'était converti récemment par quelques réalisations. Oui, il était venu pallier déjà les départs d'Haïté et de Mukanjo, même si le président s'en cachait, c'était quand même à la base pour essayer d'étayer un peu l'effectif qui avait été largement amoindri. Ensuite, bizarrement, c'est vrai qu'il a joué un peu au début, après on ne l'a plus revu, et là il revenait bien. On a bien aimé sa dernière prestation au Costières, il a fait un bon match, plein. Et c'est au moment où il semble trouver ses marques, où il semble mieux que le joueur désire partir. Après, on n'a qu'une version. Donc c'est un peu étonnant, mais bon, en même temps, on y souhaite bon vent. Et puis c'est vrai qu'il ne s'est pas imposé rapidement, donc après, c'est dur. Il y avait eu le match aller, Patrick Champ au Costières, ce Nîmes-Rouen qui s'est soldé par une défaite 2-1. C'était au mois d'août dernier, le fameux août noir, août où le Nîmes Olympique n'arrivait pas à avoir cette première victoire en championnat, et notamment à domicile, c'était compliqué. On imagine qu'il y avait un certain état d'esprit peut-être de revanche par rapport à l'amertume du match aller. Oui, parce que sur le match, on ne méritait pas de perdre, le match aller. C'est vrai qu'il y avait toutes ces histoires d'avant-saison, les joueurs qui devaient partir, qui n'étaient pas contents de rester. Et puis bon, là, le match, chaque fois, comme on dit, il y a un temps qui trempe et un temps qui détrempe, puisque là, on est allé gagner un match qui était peut-être plus difficile. On a eu beaucoup de chance, mais je crois que ça tourne dans une saison, et tant mieux pour le Nîmes Olympique, sans faire peut-être une grande prestation. On a réussi à s'imposer et c'était hyper important, et je crois que ce résultat va faire du mal aux concurrents. Alors, Jonathan Parpex, notre invité, a été victime d'une élongation à la cuisse gauche. Vous ne faisiez pas partie du groupe qui a été donc amené à Rouen. Que peut-on dire sur votre état? Reprise très bientôt. Oui, ben là ça fait une petite semaine. Donc voilà, je suis les soins, tout le temps aux soins, tous les jours. Et puis normalement, reprise prévue pour demain matin. Donc content de retrouver le terrain et puis pourquoi pas espérer retrouver le groupe ce week-end. Edar, le coach pour ce match de Rouen avait, on le voit dans ses propos, on l'a entendu, demander une préparation très spécifique. Il a beaucoup demandé aux joueurs pour ce match de Rouen. Je ne sais pas s'il a demandé beaucoup, s'il demandait normal, mais aussi il a demandé parce qu'il connaît, lui le coach il connaît, et les joueurs il connaît, c'est un match très important pour nous. Parce que Rouen est devant nous, un point devant nous, et c'est un match important pour nous gagner. Et je pense que si nous gagnons ce match, il va un petit peu régler tous les saisons l'autre match qui se passe. Voilà, c'est un match important et c'est un match important et c'est le joueur fait son boulot. Vous aviez un esprit de revanche par rapport au match aller? Oui, c'est un esprit de revanche parce que nous commençons la saison très mal le premier mois et je pense que c'est un match aussi important pour nous pour gagner, pour maîtriser notre place dans la montée de Ligue 2 pour l'année prochaine. Alors, on vous le souhaite en tout cas, justement, cet objectif de montée de Ligue 2. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. On va se plonger un petit peu dans les archives justement du championnat national et on le voit que c'est un championnat qui est très changeant, qui est très fluctuant et que tout peut arriver, notamment avec la victoire à 3 points. On va découvrir le 11 de départ de cette équipe de Rouen, la composition de cette équipe qui attendait les Nîmois sur la pelouse de Robert Diochon avec Verger dans les buts, Da Silva et Rodriguez en charnière centrale, le capitaine Louis Ron dans le couloir droit, Ergo de l'autre côté. Deux milieux défensifs avec Ngosso et Morizot. Les ailes occupées respectivement à gauche et à droite par Mendy et Vincent. Zerdab jouant juste derrière la pointe, Dona Endo. Rouen qui fait partie, Olivier, de ces équipes redoutables à domicile, invaincu jusqu'à avant ce match contre le Nîmes Olympique et qui a clairement affiché ses ambitions de retrouver la Ligue 2. Ouais, mais avec le public chaud.
surtout chez elle. C'est une équipe qui n'a pas peur de le dire dès le départ, comme l'a fait le Nîmes Olympique, objectif monté, et qui pour l'instant l'assume et l'assume très bien. Je crois que c'est vraiment, on ne prend pas encore conscience aujourd'hui de la performance des Nîmois, même si, comme l'a dit Patrick, on va revenir avec les images, que le match, on aurait pu le jouer 10 fois, on l'aurait perdu 9 fois. Bon, cette fois-ci, on l'a gagné, tant mieux. Et combien de fois au Costière, on aurait dû le gagner et on a perdu. Donc voilà, ça s'inverse. En tout cas, c'est une grosse performance d'aller gagner à Rouen. C'est une équipe que l'on verra sans doute sur le podium. Après, il en faudra 3. Il y en a un de trop entre nous, entre Niort et Épinal. Il faudra qu'il y en ait un qui lâche. Il y a Vannes qui n'est pas loin, le Gazélec qui revient fort aussi. Donc l'avenir nous le dira, mais je pense d'avoir gagné à Rouen, même si malheureusement, au goal average particulier, on reste encore inférieur à eux. C'est-à-dire que si on se retrouve à égalité, on sera les perdants de cette affaire. Mais en tout cas, il fallait le gagner là-bas, parce qu'à Rouen, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont les gagner. Alors, goal average particulier, on le rappelle, c'est le goal average dit Champions League, c'est-à-dire qu'on regarde les prestations des deux équipes qui sont à égalité lors des deux matchs qui les ont opposés. Si Nîmes, en effet, est allé gagner à Rouen 1-0, c'est plutôt bien à l'extérieur. En revanche, Rouen est venu s'imposer au Costière 2-1 et par conséquent a marqué 2 buts, ce qui annule en revanche le goal average pléthorique du Nîmes Olympique, puisque le Nîmes Olympique en goal average classique, en différence classique à plus 17, c'est le deuxième meilleur goal average de ce championnat national, alors que Rouen a un tout petit plus 1. Ça fait partie peut-être des injustices, mais c'est le règlement de la Fédération française de football. Donc en cas de troisième place ex aequo avec Rouen, mais on ne passerait pas. Non, mais on n'aura pas besoin de ça. Voilà. On sera largement devant au niveau des points de fait en tout cas. Le 11 de départ aligné par Thierry Froger vendredi soir sur la pelouse de Robert Diochon avec Cyril Merville dans les buts et puis cette charnière surprise. Alors surprise parce que Vincent Carlier habituellement officier plutôt côté gauche sur l'axe de la défense. Miodrag Stozic, la charnière, ça, il connaît. Maxime Pounjé et Moussa Sidibé pour les couloirs, ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est au niveau des milieux défensifs que Yassine Adou retrouvait une place à droite. Et, surprise, le capitaine Benoît Poulain, pour la première fois, aligné à ce poste de milieu défensif, jouant devant la défense, avec devant la pointe Sédou Koné de retour en championnat. En 9,5, Moriola Ogunbiyi. Nicolas Bénézé, permutant sur l'aile droite avec de l'autre côté à gauche Steve Agui. Pas de surprise sur le devant. La presse locale avait un petit peu commenté, Olivier, que Benoît Poulain pourrait peut-être changer de poste. Ça permet à Vincent Carlier de revenir en charnière, mais c'est une vraie surprise. Ouais, vraie surprise, moi je ne m'y attendais pas du tout. Justement, je voulais savoir, ça a été travaillé ça pendant la semaine ou c'est une surprise totale pour vous aussi de voir Poulain parce que c'est un 4-2-3-1 là, finalement. C'était un 4-2-3-1 face à un 4-2-3-1. Voilà, c'est ça. Non, c'était pas travaillé. C'était au départ, on devait retrouver le même schéma que contre Arles Avignon en première période, c'est-à-dire avec c'est ce qui avait été travaillé à l'entraînement. Benoît Poulain devant la défense en sentinelle, avec Yacine et moi pour aller chercher, on va dire, pour aller presser un peu devant. Voilà comment on retrouvait un petit peu le schéma tactique depuis le début de la saison. Qui marchait bien. Et puis voilà. Après. C'est quand on a commencé à travailler ça le mardi, je me suis blessé et puis. Il a fallu revoir les plans. Et puis après le coach il a fallu faire des choix pour lui et pour le groupe donc. Il y avait déjà eu cette idée de mettre Benoît Poulain en sentinelle devant la défense. Oui. C'était ça l'accord. Après c'est les choix du coach. Pour le moment ça marche et Benoît en tant que capitaine et puis en tant que leader aussi parce que connaît très bien le club et puis c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Ça permet un peu d'avoir quelqu'un qui parle au milieu de terrain, faire le relais un petit peu avec les attaquants parce que c'est compliqué quand il est derrière. Mais pour le moment, ça se passe très bien et puis voilà quoi. En tout cas, ça fonctionnait. Non, mais ce qui était important aussi, c'est qu'étant donné qu'il y avait tous ces blessés au milieu du terrain, il savait que Poulain, quand il était jeune, il a joué quand même au milieu du terrain, donc c'est pas quand même une grosse surprise pour lui. Et il a su, parce qu'il a son métier, c'est avec son expérience, je crois que ça a été bénéfique pour l'instant, en attendant de récupérer les joueurs blessés. C'est une solution de plus. Quand ils doivent faire monter ces milieux, il doit être obligé de se faire, mais il y a encore du monde derrière. Vous aurez certainement noté le qualificatif de Patrick Benoît Poulain quand il aurait été jeune. Alors que Benoît Poulain est quand même dans. Encore jeune. On oublie qu'il a 24 25 ans. Mais disons qu'il a l'expérience. Voilà, il a plus d'expérience. C'est vrai qu'il porte les couleurs nîmoises depuis maintenant plusieurs saisons. Le capitaine Benoît Poulain. C'est pour ça qu'il fait partie un petit peu des meubles au Costière. Allez, on va voir ce but inscrit à la 70e minute vendredi soir par le Nîmes Olympique sur la pelouse de Rouen à la 70e minute de jeu. Peu après l'entrée justement sur le terrain de Issouf Ouattara qui remplaçait
Nicolas Bénézé. Et vous allez le voir, les Nîmois qui jouent en bleu ciel, je crois qu'ils inauguraient pour la première fois de la saison cette tenue bleu ciel, qui est leur 3e tenue. On voit ici Youssouf Ouattara et regardez la petite talonnade de Sédou Koné. Alors, c'est vraiment magnifique ce but, considérez que quand même cette action était la seule action cadrée sur les 5 tirs nîmois sur l'ensemble de la partie, c'est-à-dire une réussite totale avec ce centre-tir de Youssouf Ouattara. Si on résume à ça, gros match. Intelligemment prolongé. Cette l'action, elle est vraiment du début, là, si on la voit du plus gros central, elle est magnifique. Avec appui, pivot de Koné, un écart sur l'aile, centre, là, enfin, magnifique. Il est magnifique ce but. Intelligemment Il devrait rentrer dans le top 10 même. S'il avait été commenté. S'il avait été commenté, comme vous dites. Intelligemment prolongé donc, par Sédou Koné après ce centre-tir de Ouattara. Et Verger, le gardien rouennais, qui en est resté et qui est resté sans réaction, sans intervenir, à 20 minutes avant la fin de la partie. Et on imagine que ça a été un grand moment de joie sur le banc que de voir ce but inscrit par Sédou Ouattara. Oui, c'est important, c'est très important. Et je sais, il reste parce que tous les matchs, la 60 minutes que Rouen a joué, tous les matchs, il a pressé, il a beaucoup d'occasions et voilà. Et quand nous marquons ce but, il a libéré nous. Et maintenant, c'est l'impression avec Rouen. Il a besoin pour marquer, pour égaliser. Il nous reste derrière, défendre bien, et voilà. La dernière 20 minutes, défendre bien. Bien défendre et surtout bien ne pas encaisser ce but, ramener les 3 points de la victoire, c'était essentiel. On va le voir sur les actions qui ont été filmées par nos confrères de la chaîne Normandie, à qui l'on doit bien évidemment les images de cette rencontre entre Rouen et le Nîmes Olympique. Les Rouges, les Diables Rouges de Rouen qui ont intensifié leurs attaques sur le but de Cyril Merville, mais dans chacun des domaines de la défense, tout le monde a joué sa partition. Moussa Sidibé à droite qui a été particulièrement actif, Miodrag Stozic et Vincent Carlier qui eux aussi ont joué leur rôle, Cyril Merville qui s'est aussi imposé dans ces cages nîmoises pour garder son but inviolé. Parfois, la barre a sauvé aussi les Nîmois à plusieurs occasions. Et puis, en toute fin de match, il y a eu une question sur un pénalty qui aurait pu être sifflé pour une faute, en tout cas présenté comme une faute sur Mendy. Monsieur Delpech, l'arbitre, en a décidé autrement, même si les images pouvaient peut-être parler en la faveur du joueur rouennais. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de pénalty en fin de match et que le Nîmes Olympique a pu, après une grosse pression des Rouges de Rouen dans le temps additionnel, garder cet avantage d'un but. On voit là encore le poteau droit qui sauve Cyril Merville alors que la balle semblait prendre la direction du but. Beaucoup de dangers sur les ballons apportés, notamment sur les coups de pied arrêtés. On voit ici Cyril Merville qui se détale et en plus la balle qui revient en plus dans l'axe. Donc une tête rouennaise aurait pu prolonger le tir. Mais comme souvent les joueurs le disent, il y a eu la question des blessures, il y a eu la question parfois d'un arbitrage que les joueurs ou les dirigeants du Nîmes Olympique considéraient comme un petit peu défavorable. Pour une fois, les joueurs ont eu la baraka. Certains parlaient de hold-up, mais bon, là en tout cas... Sur d'autres terrains, il y avait d'autres arbitres, on aurait pu prendre un pénalty à la 93e. Oui. Donc on peut parler des terrains, mais on peut quand même signaler finalement donc, le bon arbitrage, enfin en tout cas l'arbitrage qui va dans le sens de Nîmes Olympique pour une fois de M. Delpech. Monsieur Delpech. Olivier est bien là, sur ce coup. Alors, il a flatte, je crois qu'il avait invité à la maison. C'est le deuxième que j'ai vu. C'est le deuxième. Si, avec la charmante arbitre. Oui, c'est le deuxième. Tout à fait. Celle de Quevilly était pas mal. Vous remarquerez qu'on y vient toujours à l'arbitrage féminin. Écoutez, on va rester sur ces bonnes paroles. Olivier Martinez qui a parlé en bien de l'arbitrage, toujours une référence à l'arbitrage féminin. Il y aura des filles d'ailleurs en seconde partie de Croco Hebdo. Mettez ces images au chaud, on revient après une courte page de publicité. De retour sur le plateau de Croco Hebdo pour la seconde mi-temps de cette émission, alors que Patrick Chat a déjà des velléités de vacances, peut-être pour aller prendre la direction du FC Séville ou du Betis Séville, non? Oui, c'est bien n'importe lequel, c'est une belle ville. C'est une belle ville. En effet, on ne va pas vous parler du mercato hivernal du côté espagnol, encore moins vous parler des merengues et des très belles affiches que nous réserve la Liga, mais pour revenir sur cette belle victoire, précieuse victoire des Nîmois à Rouen vendredi soir,
Alors on le sait, on n'a pas les images des réactions, mais vous le savez, le coach Thierry Froger n'a pas sa langue dans sa poche. Et là encore, il nous a gratifié d'une déclaration fracassante concernant la physionomie de ce match, en citant que le football, je cite, est injuste. Et ce soir, il a été pour l'équipe qui a joué, en l'occurrence donc Rouen. On était coupé en deux en première mi-temps, à savoir qu'il y avait 6 joueurs qui jouaient, qui défendaient, et 4 autres, les 4 offensifs, je cite toujours, qui faisaient, je cite toujours, les guignols. Donc les 4 offensifs qui faisaient les guignols. On ne pouvait pas les changer les 4, alors au fur et à mesure, on a changé 2 joueurs sur les côtés, mais la deuxième mi-temps a été comme la première. On a subi le jeu adverse de qualité et continu. Et concernant donc cette appellation des guignols, on se souvenait de l'appellation des boulets au mois d'août dernier. En fait, le coach des Crocos avait en ligne de mire les 4 joueurs attaquants, à savoir Nicolas Bénizet, Maurice Ogunbi, Sédou Koné et Steve Agui, coupables selon lui d'avoir joué avec des crampons moulés et non vissés alors que le terrain de Rouen était gras. Sa conclusion, donc, je cite toujours Thierry Froger, les joueurs nous prennent pour des imbéciles, il faut qu'ils arrêtent de regarder la télé et de jouer à la PlayStation. Ça a le mérite d'être clair, Olivier. C'est un commentaire. Sur la question, par exemple, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas la différence sur les crampons, Patrick, peut-être préciser. Ce que je peux dire, c'est vrai qu'il veut vexer les joueurs. C'est vrai que sur ce coup-là, quand on joue sur un terrain gras, il faut quand même jouer avec assurance, c'est-à-dire mettre des crampons vissés. Les défenseurs le font, et souvent les attaquants, ça joue plutôt tranquille. On dit en pantoufle parce que bon, on joue que les bons coups. Et là, je crois qu'il veut les vexer parce qu'il y a un match qui est hyper important qui arrive, et il faut que les joueurs ils aient conscience qu'aussi le football aussi à des moments c'est ingrat, et on peut avoir des ampoules aux pieds. Et ça, c'est pour parler des ampoules parce que c'est plus facile de jouer avec des moulets. Ce sont des pantoufles qu'avec des vissés derrière, et souvent c'est plus difficile. Donc c'est ce que vous voulez dire, certainement. Thierry Froger, à sa façon, il a bien dit. Merci pour cette précision technique, Patrick. On va regarder les résultats de cette 21e journée du championnat de France de National, avec cette victoire du Nîmes Olympique 1-0 sur la pelouse de Rouen. Beauvais a partagé les points à domicile un partout face à Quevilly. Score identique à Créteil devant Épinal. Un partout encore entre Vannes et Cherbourg. Ce sont plutôt des bons résultats ça pour le Nîmes Olympique. Fréjus-Saint-Raphaël l'emporte 1-0 devant Martigues dans le derby du Sud. On a parlé de Nîmes qui s'est imposé à Rouen. Le Gazélec Ajaccio avec un but d'un certain Johan Bocconiano l'emporte 1-0 devant Orléans. Partage des points, un but partout entre Colmar et l'Aviron Bayonnais. Un partout également entre Luzenac et Niort. Luzenac qui a réussi à arracher le match nul dans les derniers instants de la partie face au leader niortais. Le Poiré-sur-Vie est tenu en échec sur sa pelouse, un but partout par le Paris FC. Enfin, dernier match nul de cette journée, pas beaucoup de buts lors de cette 21e journée, avec 0 partout entre Besançon et le Red Star, le futur adversaire des Nîmois. Au niveau du classement, ça nous donne quelques changements précieux en enseignement et aussi pour le moral, pour le collectif nîmois. Niort est toujours premier avec 43 points, 5 longueurs d'avance sur le Nîmes Olympique qui est deuxième avec 38 points. Un match en moins pour Épinal qui est troisième avec un petit point de retard sur le Nîmes Olympique, mais l'écart commence à se creuser. Quatrième Rouen avec 35 points. Ajaccio revient et dépasse Vannes au goal average avec 34 points, 5e place ex aequo. Fréjus 7e avec 30 points. Quevilly, 29 points au même titre que Colmar, 28 points tir groupé entre le Paris FC, Orléans, le Poiré-sur-Vie. 13e place occupée par Créteil avec 26 points, qui compte 2 longueurs d'avance sur Luzenac. À la 15e place, on retrouve Beauvais avec 23 points. Ça nous fait une petite longueur d'avance sur le Red Star Football Club 93, futur adversaire des Crocos vendredi soir au Costières, qui est à égalité de points avec Martigues. Ferme la marche Cherbourg, Besançon ainsi que Bayonne. Et le programme de la 22e journée, particulièrement importante pour les Nîmois, on l'a dit vendredi à domicile au Costières, avec un premier match qui va être joué. C'est un match très important pour Épinal, c'est le fameux match en retard avec la réception de Beauvais. Peut-être que le classement va évoluer demain soir après ce match qui sera joué à 19h. La journée débutera, la vraie débutera vendredi avec des rencontres à 19h. Quevilly, Gazélec Ajaccio, Épinal, le Poiré-sur-Vie, Orléans Colmar, et puis à 20h, Martigues qui accueillera Rouen, Niort Créteil, Nîmes Red Star, le Paris FC recevra Vannes, et enfin Fréjus Saint-Raphaël se déplacera du côté de Cherbourg. Le samedi, en fin d'après-midi, 19h, Aviron Bayonnais, Luzenac et Beauvais Besançon pour clôturer cette journée. Olivier. Deuxième joueur nîmois qui arrive, il disait. Voilà, c'est
Oui, parce que Mercato vous avez qui arrive. certainement entendu un avion qui passait au-dessus de notre studio nîmois de TV Sud. Donc peut-être que c'est la nouvelle recrue du Mercato. Donc si on nous le parachute, on le fait venir sur le plateau, il n'y a aucun problème. En tout cas, Christophe, juste le résultat aussi de Luzenac qui égalise dans les derniers instants face à Niort, et ben voilà, il faut que ça serve aussi de référence et de leçon aussi au Nîmois et à tout ce qui joue la montée. On l'avait dit qu'il n'y a pas de match facile en national et ça en est la preuve. Et donc il faut vraiment que même le Red Star qui ne sont pas bien, de toute façon il n'y aura que des moins bien classés que nous à jouer au Costières notamment. Donc il va vraiment falloir être solide dans les têtes, patient et surtout concentré parce que à chaque minute on peut perdre des points précieux. Donc il faut vraiment, si on reste concentré sur le sujet, conscient de nos qualités et humble, je pense que ça devrait bien se passer au Costières. Tout peut arriver dans ce tout peut championnat arriver. national. Jonathan, on évoquait tout à l'heure votre situation, le milieu de terrain nîmois avec une belle richesse, grande diversité. Alors c'est vrai que les plans de Thierry Froger ont été contrariés du fait de nombreuses blessures. On pense à celle d'Abdelmalik Sissane, on pense à celle également d'Emmanuel Corrèze. Comment vous sentez-vous justement dans ces systèmes qui sont proposés, on va dire dans cette diversité justement du fait de la richesse de l'effectif? Bah bien, on va dire bien. La plupart des joueurs, je les connais depuis, on va dire 2 voire 3 ans. Malik, on se connaît depuis que je suis arrivé au club, donc ça va faire 4 ans. Ça se passe très bien. Malheureusement pour lui, bah, voilà, il y a eu une petite... voilà, c'est les risques du métier, on va dire. Petite blessure. Manu Corrèze, pareil. C'est très compliqué parce qu'ils voient les collègues qui sont en train de gagner, qui sont en train de se rapprocher de l'objectif, même si on en est encore loin. Et de les voir comme ça tous les jours en train de faire des soins, c'est compliqué. Mais bon, voilà, le poste que le coach me fait occuper depuis le début de la saison, on va dire plutôt 8, milieu défensif, on va dire plutôt offensif. C'est pas que ça change pour moi, mais j'essaye, on va dire, d'étoffer un petit peu, travailler un petit peu mes défauts, me projeter vers l'avant. Et puis ce que je faisais moins auparavant. Et puis voilà, ça me permet de marquer. Cette année, j'en suis à 2 buts. Et puis, c'est une fonction un peu la mode qu'on appelle les joueurs box-to-box. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable de défendre dans votre surface et de soutenir les attaquants dans la surface adverse. Ce qu'on appelle les joueurs qui jouent dans les 2 boîtes. Bien sûr. Et qui sont capables de marquer ou de délivrer dans la passe. C'est un peu ce registre-là qui vous demande. Bien sûr, parce que encore quand on voit que le coach en a parlé encore ce week-end, l'équipe était coupée en 2, surtout au milieu de terrain. Après voilà, je remets pas en cause le travail des milieux ce week-end parce que bon, ça devait être compliqué quand on prend que des déferlantes tout le match. Ça doit être assez compliqué à gérer. Mais oui, de défendre, d'être devant la défense et puis de repartir tout de suite quand il y a un contre et puis d'être là si un ballon traîne. On est là pour freiner les actions, gagner du temps et puis voilà, surtout soutenir les attaquants parce que quand on joue avec Sédou, puis qu'on essaye de le trouver en point d'ancrage pour essayer de refaire monter le bloc, comme ça se passait un petit peu à l'époque avec John Haïté. Nous, il faut qu'on soit là et puis pour essayer de l'épauler parce qu'il ne peut pas garder un ballon pendant 30 secondes, c'est pas possible. D'où la nécessité de mon collectif et d'une entente parfaite entre les différentes lignes. On va regarder justement au niveau des joueurs le temps de jeu de cette équipe du Nîmes Olympique, les joueurs les plus employés par Thierry Froger depuis le début de la saison. Muriola Ogunbiyi qui garde la première place avec ses 1755 minutes et 20 participations. Deuxième, Benoît Poulain, le capitaine avec 1710 minutes. Troisième place occupée par Maxime Poungé qui s'est pleinement imposé dans cette équipe en qualité de titulaire indiscutable, 1629 minutes. Quatrième, Vincent Carlier qui a retrouvé du temps de jeu et cette place de titulaire, 1522 minutes. Et cinquième, Nicolas Bénézé avec 1327 minutes et 13 matchs. Au niveau des buteurs, il a amélioré ses statistiques, même si le coach n'était pas satisfait totalement de la prestation de ses joueurs offensifs. Seydou Koné est premier meilleur buteur avec 12 réalisations. Il devance Steve Agui avec 7 buts. Troisième, Muriola Ogunbiyi avec 5 buts. 3 buts pour Nicolas Bénézé, 2 pour Yacine Adou, Jonathan Parpex, Benoît Poulain, Miodrag Stozic, et puis une réalisation victorieuse pour Emmanuel Corrèze, Lamine Diarra-Souba, Abdelmalik Sissane, Issouf Ouattara, ainsi que Renaud Ripard. Cela fait en tout et pour tout 13 joueurs, Patrick, qui ont inscrit depuis le début de la saison. On parle de diversité, mais il y a aussi, sur les noms que j'ai donnés, pas mal de talent, vraiment. Oui, il y a beaucoup de talent, puisque quand Koné n'a pas joué, l'équipe a continué à marquer, même beaucoup de buts. Là, il est revenu et il marque. Et
puis il faut voir aussi que ce sont les milieux de terrain, Jonathan Parpex, etc., qui arrivent à marquer des buts, Adou. Donc c'est quand même hyper important que tout le monde peut marquer dans cette équipe. Hein. On n'est pas à la dépendance que d'un joueur, même si Koné montre depuis les 2 matchs, le match amical et le match championnat, il a marqué quand même 3 buts. En 2 matchs, il faut quand même le faire. Hein. Parce que c'est toujours plus difficile de marquer des buts que de défendre. Marqué et passé, il faut également se montrer plus réaliste dans sa façon bien de jouer, faire briller aussi les autres. C'est le cas de Mouriola Ogunbiyi, élu d'ailleurs par le Cité Nos Passions comme l'un des joueurs révélation de cette première partie de saison. 14 passes décisives, il devant Steve Agui avec 3 passes décisives et Sédou Koné. Une passe pour Nicolas Bénézé, Emmanuel Corrèze, Maxime Pounjeb, Delmalik Sissane, Jonathan Parpex, Benoît Poulain et Gaëtan Salaire. On le voit aussi, la jeunesse nîmoise est présente dans les 11, dans les groupes et plus généralement c'est dans l'équipe alignée par Thierry Frogier. Ouais, c'est bon signe, on leur fait confiance, on leur laisse du temps de jeu. Et lorsqu'on a la confiance et surtout lorsqu'on a du temps de jeu, on peut montrer ses qualités. Et comme ils en ont, ils le montrent on le retrouve dans les stats, même si des fois on ne voit pas tout dans les stats, mais c'est une bonne indication sur leur niveau et leur talent. Quoi. Si on parlait de statistiques, je vais vous demander si vous avez un souvenir de ce que vous faisiez, messieurs, le 19 janvier 2008. Donc saison 2007-2008, c'était un jour de match au Costières et le club était en national, un petit peu comme cette saison. Est-ce que vous avez un souvenir de cette période-là? C'était pas un match de coupe déjà. Alors je peux vous dire que sur la pelouse des Costières, il y avait un certain joueur qui s'appelait Olivier Giroud. Oui, tout à fait. Qui ne portait pas le maillot du Nîmes Olympique à l'époque, pas même celui de Tours, mais qui portait le maillot d'une équipe, on va dire, locale, que le club du Nîmes Olympique. Istres. Voilà, c'est Istres, Ouest, Provence. Olivier Giroud qui portait les couleurs istréennes. Alors, dans les buts nîmois, il y avait Sébastien Jiménez, on retrouvait Momo Beniachou, Abdoulaye Koulibaly, Benoît Poulain, qui avait d'ailleurs scoré à la 81e minute, Sadio Sankaré, Grégory Adel, Idriss Echargui, qui avait marqué le premier but nîmois, Cédric Orjac, Mehdi Mostefa, Tagro Balegué et Julien Valero. Et il y avait sur le banc Saad Ichalem, Stéphane Bérac et Lionel Gély. C'était la version 2007-2008 du Nîmes Olympique avec sur le banc le coach Jean-Luc Vanucci. Une victoire pour les Crocos 2-0 et c'était surtout la 21e journée. Pourquoi je vous parle de ce match, messieurs? C'est pour voir à la même époque où en était le Nîmes Olympique après 21 journées de championnat national. Alors on va regarder ce classement. Après 21 journées, regardez où était le Nîmes Olympique il y a exactement 4 ans de cela. Eh bien, le Nîmes Olympique était 9e avec 7 points de retard sur la première place qui était occupée par 7. Deuxième vanne, troisième tour, on retrouve des noms connus. Cherbourg occupait les avant-postes avec cette 4e place. Istres était 5e, Laval 6e. Il y avait quand même de jolis noms, rappelez-vous, dans ce championnat de national. Le Paris FC était 7e et Beauvais était donc à égalité de points avec le Nîmes Olympique qui, à ce moment-là de la saison, comptait 8 victoires, 7 matchs nuls et 6 défaites. Donc on le voit, il y avait beaucoup moins d'efficacité en termes de points et c'est pour vous montrer que tout peut arriver à la nationale. On se souvient que le Nîmes Olympique a fini à la 3e place, si mes souvenirs sont bons, après ce match décisif contre Laval. Et je vois que Laval n'était pas tout à fait encore sur le podium aussi, donc ça se jouait à Laval. Laval était donc 6e, on l'a vu. Et ça se joue avec Cherbourg notamment, qui était déjà 3e ou 4e à ce moment-là. Et qui perd dans les dernières minutes, on va dire, de... Il y a beaucoup de choses à apprendre justement de ce championnat national. Votre ressenti, Jonathan, justement, sur l'expérience que l'on acquiert en national? D'un match à l'autre, tout peut arriver. On l'a vu comment ça s'appelle à plusieurs matchs. Nous, on est capable de mettre 4 buts dans un match. Et puis voilà. Et puis comme contre Créteil, faire un match de folie, quoi. En prendre 3. Alors que ces derniers matchs, on avait quand même un de nos points forts, c'était quand même la défense. Et puis prendre 3 buts comme ça, il y a quand même 2 blessures dans ce match. Mais prendre 3 buts alors qu'on en met 3 aussi, tout peut arriver. Oui. C'est vraiment aléatoire comme championnat. 4 buts en un seul match, vous pensez aussi peut-être aux 3 buts en moins de 5 minutes contre Marty aussi peut-être? C'est possible aussi. C'était à domicile au début du mois de septembre, une belle victoire des Nîmois. Il y avait de l'ambiance, mais aussi beaucoup de froid et de vent hier sur le terrain annexe des Costières, pendant que la CFA2, l'équipe réserve, doublée de nombreux professionnels, allait défier Montpellier. Et Daral Chaibani était dans le groupe qui a défié la réserve de Montpellier. Mais du côté de l'annexe, il y avait un match de football féminin
entre Nîmes Métropole et les Montpelliéraines qui, vous le savez, avec Lyon, eh bien, c'est une équipe qui fait partie des meilleures équipes de football féminin en France. Une domination montpelliéraine sur la pelouse nîmoise, de grosses offensives dès le début de la partie de la part des joueuses de Montpellier qui évoluent dans ses couleurs traditionnelles en blanc et orange. Une ouverture du score qui est intervenue assez rapidement. Également beaucoup de difficultés pour les joueuses, Patrick, puisque les coups de pied arrêtés du fait du vent étaient particulièrement difficiles à frapper. Oui, effectivement, et puis le terrain aussi n'est pas exceptionnel. Mais par contre, on a vu une bonne résistance des Nîmoises qui ont fait un très gros match parce que c'est quand même la troisième équipe française, quand même Montpellier, avec 4 internationales françaises, 2 japonaises. Et il y a eu un match intéressant, même si la victoire de Montpellier ne souffre d'aucune contestation. Hein. Mais je crois que les spectateurs, il y avait quand même 400 personnes au Costières, ils ont assisté à un bon match de football dans des conditions difficiles. Avec un deuxième but de Montpellier que vous avez vu, qui a fait beaucoup de mal bien aux Nîmoises, puisque ça s'est fait au retour des vestiaires. Et puis ici, la réduction du score pour l'équipe de Nîmes Métropole, qui évolue ici en bleu, vous le voyez, avec notamment parmi les bonnes prestations, les belles prestations, celle de la gardienne de Nîmes Métropole, Delphine Saez, qu'on avait reçue sur ce plateau dans le cadre de notre émission Sport Sud l'an passé. Je vous propose de l'écouter également aux côtés d'autres joueuses de Nîmes Métropole, du coach nîmois ou encore de Sarah Mbarek, la célèbre coach du MHSC. Elles étaient meilleures que nous, que ce soit tactiquement, techniquement, on voit qu'il y a un cran au-dessus. Elles ont eu le monopole du ballon, donc nous on a essayé de défendre comme on pouvait. Je pense qu'on n'y a pas cru jusqu'au bout. En première mi-temps notamment, on a eu un peu peur de bien faire. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire mon possible pour en prendre le moins possible, mais ça a été dur. On fait un bon match, mais bon, c'est ce que je viens de dire à mes filles. Là, je suis déçu parce que si vraiment elles y avaient cru, je pense qu'on aurait pu aller chercher quelque chose d'autre. Je pense qu'elles ont fait un complexe d'infériorité par rapport à Montpellier, qui est quasiment ce qui se fait de mieux en France au féminin. Elles ont fait ce petit complexe d'infériorité et du coup, ça a été pénalisant pour nous jusqu'à la fin du match. C'est sûr qu'on a tout donné, mais c'est dommage qu'on prend un but en début de première mi-temps et pareil en deuxième mi-temps. Et en fait, au début, on n'y a jamais cru. Et c'est à la fin, à 20 minutes qu'on a commencé à y croire. C'est vraiment dommage pour nous. On savait très bien qu'en venant ici, les filles de Nîmes allaient donner leur match de leur vie. Donc c'est bien, elles se sont battues du début à la fin, elles n'ont rien lâché. Et nous, on a essayé de poser le jeu, de les mettre en difficulté. On s'est créé des actions qui n'ont pas été forcément au fond. Donc voilà, le score de 1 à la fin, mais le principal c'était la victoire. Ils ont su construire, ils ont su poser le jeu, donc non, c'est une belle équipe qu'il y avait en face. Moi j'étais agréablement surprise, même si je connais la majorité des joueuses, mais c'est vrai qu'elles ont su élever leur niveau de jeu et je suis satisfaite parce que du coup ça nous laisse, nous, dans la course pour bien préparer la suite et ça a donné du rythme et ça a donné un adversaire très sérieux pour préparer le reste du championnat. Partie plaisante malgré la défaite pour les Nîmoises de Nîmes Métropole, Patrick. C'est vrai que le football féminin, du fait l'an passé du mondial, a pris beaucoup d'ampleur aussi auprès du grand public. Ah oui, beaucoup d'ampleur, puisque d'abord il y avait quand même déjà pas mal de monde, 400 personnes, c'est quand même... Il y a beaucoup de connaisseurs, des gens qui vont voir surtout les hommes jouer, mais je crois que c'est de bon augure avant le match international dont on aura le temps de reparler le 15 février où l'équipe de France jouera à Nîmes contre l'équipe des Pays-Bas. Au Costières. Au Costières, le mercredi 15 février. Au Costières, il y a du spectacle et du beau jeu, des beaux buts. On va en profiter de la présence de notre invité pour justement revoir les plus beaux buts depuis le début de la saison dans notre décibélomètre. Allez, Steve Agui qui a marqué lui aussi un... Bien joué, Corrèze. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Allez, but! Oh, le but! Oh, le but Sissane avec un bon ballon redonné par Malik Sissane. Par Koné. Superbe but de Sissane. Goal de Malik Sissane. Un moment où on attendait le moins finalement. Ouais. Et le premier de sa saison, Malik Sissane qui vient récompenser un début de saison magnifique du milieu. Sissane qui est allé faire jouer le porteur. Allez, Agui, c'est toi de faire jouer. Maintenant Parpex. Parpex, ça c'est super de la part de Parpex, ça c'est très bien joué. Allez, voilà, c'est bien. Eh oui, c'est très bien ce qu'a fait Parpex. De la part de Parpex. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, il y a un 2 contre 1 à faire. Il y a un 2 contre 1. Oui, superbe but de Agui qui marque son troisième but. Et Steve Agui qui marque son troisième but à 3 rencontres. Et ça, c'est encore
grosse faute du milieu niortais, mais très belle anticipation de Parpex en défendant très très haut. Il conserve toujours les jeunes et c'est vrai que Kagi, quand il est rentré, n'avait pas fait une prestation exceptionnelle. C'est normal qu'ils sont sortis du groupe. Allez, attention, ce centre à venir de Goumbi. La tête de Koné, but centre et but magnifique de Koné qui nous fait une pirouette fabuleuse. Oh là 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 là, venu d'ailleurs. Très solide. La défense rouennaise. Un ballon qui revient par chance à Koné qui s'est retourné. Il est face au gardien. But de Koné. Super but de Seydou Koné. Il est mérité du hors-jeu. C'est à la limite, ouais, tout à fait, mais bon. Et ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est concrétisé. Enfin, un but pour le meilleur attaquant de ce début de match, Koné, qui a fait preuve de beaucoup de métier. Allez, c'est frappé, c'est bien coupé, c'est but, largement mérité pour les Crocos. Ah oui, superbe but. Une galette fabuleuse de Yumi. Et but de... C'est Stozic. C'est Miodrag Stozic qui ouvre son contre-but. Ah ouais. Et encore un but coupé. Un casque d'or. Et le poteau. Ah ouais, magnifique. Très très bien frappé encore. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas gagné au Costières. Avec cette équipe de Colmar. Oh, un superbe but de Koné. Oh là 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 là. Une frappe magnifique avec un pied gauche extraordinaire qui est allé enlever l'araignée, la toile d'araignée du but du gardien de Colmar. Quelle entrée en matière pour les niveaux 1. Oh là 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 là, quel but, les filets, ça rappelle. Qu'est-ce qu'on voit comme joli but oh là 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 là, vraiment, on ne pouvait pas commencer mieux. Belle récupération là. Corrèze qui fait un très très bon début de match. Ah, il a envie, Corrèze, allez, bon ballon pour Bénézé. Bénézé, faut pas le rater. Pour sa première bon but de Bénézé, joli. Belle récupération. Bonne récupération, un superbe ballon donné sur Bénézé. Et Olivier parlait d'efficacité. Et ben, quasiment première occasion et premier but. Ouais, mais c'est sur une belle transversale, superbe. Alors, on a vu le tacle glissé de Corrèze. Justement, Olivier, qu'il est le numéro 1. D'ailleurs, je crois pas que les Nîmois se font. Ouais, Koné, quel solide, qu'est-ce qu'il est solide. Il faut aller au bout, mon petit. Ouais. Oh là là, qu'il est beau. Superbe but de Koné. Quel but. Il a tout fait, Koné. Koné, il a tout fait. Il s'est retourné, il a fait petit pont, il a accéléré, il a roulé. Et il a fait la misère. Quel but, le plus beau but. Et je pense que Besançon ne sera pas à l'heure aujourd'hui. Le train partira à 16 heures. Énorme, signé Seydou Koné qui fait le ah ouais, il a fait tout seul. Il se l'est fait tout seul, Koné. Oh, quel but de Seydou Koné. Ah oui. C'est aussi ça le national, hein. C'est bien beau de flammer, mais il faut aussi tenir la longueur. Voilà, ça s'est joué. Allez, Adou, il faut passer derrière Agui, voilà, il faut prendre le couloir. Voilà, comme ça on donne une solution. Oh, que c'est bien joué ça. Oh, allez, que c'est bien joué. Allez, la frappe à venir. Ouais. Oh, le but. Le but exceptionnel de Parpex. Oh, le but de Monsieur Parpex. Oh là là là, énorme Parpex. C'est un scud venu de l'autre monde qui est arrivé à atterrir dans la lucarne de Delecroix. Quel but, Claude. Ah, magnifique. Et ça vient récompenser l'énorme début de partie de ce joueur qui était vraiment au four et au moulin. Qu'on avait vu depuis le début de cette partie. Quel Il y a beaucoup de discussions autour de ce top but. Edar qui était en train d'échanger avec Jonathan pour savoir s'il était passeur décisif sur le but de Seydou Koné. Passe décisif ou pas alors, Edar, sur le numéro 2? Moi je pense que c'est pas décisif. On peut lui accorder quand même. Arrête un peu.
dégagement en tout cas très utile pour Sedoukoné, en effet, pour inscrire ce but. Et puis, il a visé le beau joueur. Le bon joueur, exactement. Et puis pour vous, Jonathan, vous avez vu nos deux commentateurs, vous appréciez particulièrement que vous soyez buteur ou pas d'ailleurs. J'ai vu ça. Donc on ça fait plaisir. Avec modération. Jonathan, le fait de revoir ce but, vous nous disiez que vous n'aviez pas trop l'habitude d'avoir comme ça à tirer. Lorsqu'on a une balle comme ça et qu'on voit où elle atterrit, comment on réagit? J'ai mis un peu de temps quand même à y croire, même si c'est vrai qu'elle est partie, voilà, j'ai frappé, elle est partie pure la frappe. La chance que j'ai, c'est qu'elle soit au fond. D'habitude elle est cadrée ou alors le gardien la sort. Et puis voilà, j'ai tenté ma chance. Je trouve que ça devait être une des premières fois de la saison. Et puis voilà, je revenais de suspension et puis ça m'a fait du bien moralement, satisfaction personnelle et puis ça sert à l'équipe, donc tant mieux. Et puis vous avez un joli serreur de crampons à la personne de Steve Agui. Steve Agui, on s'échange un peu de temps en temps. Vous rendez les politesses. Je ne sais pas s'ils étaient boulés. À noter qu'il a une des plus grosses frappes quand même de l'effectif, donc c'est pas étonnant qu'il marque sur une frappe de. Non mais c'est bien. Cette distance. En tout cas, il va falloir beaucoup de courage d'abnégation de la part de vos collègues pour aller chercher la première place. Ça. Ouais, je pense que quand même le but de Steve Agui mérite aussi. Et puis bon, il y a quand même. Faudrait quand même rentrer, si vous arrivez à le trouver, le but de Miodrag Stozic à Quevilly qui est pas mal aussi. Il est magnifique celui de Stozic. Et puis il y a le dernier aussi qui est joli, qu'on a vu à Rouen, il est super bien construit. Il est joli aussi. La petite talonnade. Beaucoup de beaux buts, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse. On va faire voter les téléspectateurs parce qu'on va plus arriver sur les 3 derniers là. Totalement. N'hésitez pas à nous faire part de vos appréciations. On est arrivé au bout de cette émission. Rendez-vous est pris vendredi à 20h au Costières pour la réception du Red Star avec nos commentateurs Olivier et Patrick Champ. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Messieurs, on vous écoutera avec attention lundi prochain. Venez nombreux au Costières, il va faire froid, mais venez quand même. Prenez les gants, l'écharpe, le bonnet, mais venez soutenir les Croco. Juste après cette émission, le match de handball entre le handball Cercle Nîmes et le Metz Handball. Très très belle rencontre de handball de D1 féminine, c'était samedi dernier au Parnasse. Merci Jonathan Parpex, bonne reprise. Merci à vous. Pour demain. Et également bonne fin de saison à vous, Edard. Merci à vous. Et vous êtes bien évidemment invités à revenir sur ce plateau lors d'une prochaine émission. Merci de votre fidélité à Croco Hebdo. Rendez-vous vendredi au Costières et allez Nîmes, au revoir. La société Hectare, spécialiste du terrain à bâtir depuis 25 ans, vous accueille dans ses nouveaux bureaux, boulevard Georges Besse, et vous a présenté Croco Hebdo.